Bonjour à toutes et bonjour à tous, il y a des tous évidemment, ici la Pulcinella, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau podcast. Je te laisse t'installer confortablement ou continuer ce que tu es en train de faire et c'est parti. Dans ce tout nouvel épisode intitulé Femmes en danger, je souhaite parler des problèmes gynécologiques et des dérèglements hormonaux chez les femmes, de leurs symptômes visibles et invisibles, de leurs coûts intimes et professionnels et de la manière dont la société transforme parfois un problème de santé en un parcours du combattant et une honte esthétique. Il élargit aussi le sujet à la fertilité masculine car la santé reproductive ne peut pas reposer uniquement sur les femmes. Ce projet est une base de podcast. Il ne remplace pas un avis médical, un diagnostic ou un suivi par un professionnel de santé. Introduction. Le corps qui parle en silence. Il y a des signes que l'on apprend très tôt à cacher. Un bouton sur le visage, un poil sur le menton, une pilosité trop visible, une peau qui s'enflamme, des douleurs pendant des règles, une fatigue qui ne s'explique pas, une fertilité qui se complique. Le corps envoie des messages, mais ces messages sont souvent traités comme des détails isolés. L'acné devient une affaire de dermatologie, les poils une affaire d'épilation, les règles douloureuses une affaire de patience, la fertilité une question que l'on découvre parfois trop tard, et les hormones un mot que l'on prononce quand on ne sait plus très bien quoi dire. Dans cet épisode, la Pulcinella ne veut pas réduire le sujet au SOPK, même si le syndrome des ovaires polykystiques est important et fréquent. Le SOPK touche environ 10 à 13% des femmes en âge de procréer et, selon l'OMS, une grande partie des femmes concernées ne seraient pas diagnostiquées. Mais toutes les femmes qui vivent dans un déséquilibre hormonal ne sont pas un SOPK. Certaines ont leurs règles chaque mois, certaines ont de l'acné hormonale, de l'hirsutisme, une fertilité altérée, une endométriose, des douleurs chroniques ou des bilans presque normaux malgré un corps qui ne se vit pas comme normal. Le sujet de cet épisode est donc plus large. Que fait-on quand le corps des femmes envoie des signaux, mais que ces signaux ne rentrent pas proprement dans une case médicale? Chapitre 1. Les hormones ne concernent pas seulement les règles. Quand on parle d'hormones féminines, on pense souvent au cycle menstruel. Règles régulières, tout va bien. Règles irrégulières, il y a peut-être un problème. Mais cette lecture est trop courte. Le système hormonal influence la peau, la pilosité, les cheveux, l'ovulation, le métabolisme, l'énergie, l'humeur, la thyroïde, l'insuline, les ovaires, les glandes surrénales et la fertilité. Une femme peut donc avoir ses règles tous les mois et sentir malgré tout que quelque chose ne va pas. Son corps peut parler autrement, par une acné persistante, des poils qui apparaissent sur le menton, le ventre, la poitrine ou le visage, une peau grasse, une perte de cheveux, une fatigue inhabituelle, une difficulté à concevoir, une altération de la qualité ovocitaire ou la sensation de ne plus reconnaître son corps. Le problème commence souvent lorsque ces signes sont traités séparément. La peau chez le dermatologue, les poils au laser ou à l'épilation, les règles chez le gynécologue, la fertilité dans un parcours spécialisé, les hormones chez l'endocrinologue. Mais une femme ne vit pas son corps en départements séparés, elle vit tout en même temps. Chapitre 2. Le SOPK, un syndrome à plusieurs visages. Le SOPK est l'un des troubles hormonaux les plus fréquents chez les femmes en âge de procréer. Il peut être associé à une hyperandrogénie, c'est-à-dire une présence ou une activité trop marquée des hormones dites masculines, les androgènes. Cela peut se traduire par de l'acné, une pilosité excessive, une chute de cheveux, des troubles de l'ovulation ou des difficultés de fertilité. Mais le SOPK n'a pas qu'un seul visage. On l'imagine parfois sous une forme typique, cycle irrégulier, ovaire polykystique, acné, pilosité, prise de poids. Cette image existe, mais elle ne résume pas toutes les femmes concernées. Le diagnostic du SOPK s'appuie généralement sur les critères dits de Rotterdam, mis à jour dans les recommandations internationales. Chez l'adulte, on recherche 2 critères parmi 3 après exclusion d'autres causes possibles: hyperandrogénie clinique ou biologique, troubles de l'ovulation et ovaires polykystiques à l'échographie ou taux d'AMH élevé selon les recommandations récentes. À partir de ces critères, on parle souvent de 4 phénotypes du SOPK. Il est préférable de parler de phénotypes plutôt que de 4 sous-maladies. Ce ne sont pas 4 maladies différentes, mais 4 combinaisons possibles des grands signes du syndrome. Les 4 phénotypes du SOPK. Phénotype A, la forme la plus complète. Critères principaux: hyperandrogénie, trouble de l'ovulation, aspect polykystique des ovaires. C'est la forme la plus reconnaissable, mais elle ne doit pas devenir le seul modèle imaginé. Phénotype B,
hyperandrogénie, troubles de l'ovulation, sans aspect polykystique évident. Une échographie qui ne montre pas à l'image attendue ne suffit pas toujours à exclure le problème. Phénotype C, hyperandrogénie, ovaire polykystique avec une ovulation à cycle plus régulier. Avoir ces règles ne veut pas automatiquement dire que tout est simple sur le plan hormonal. Phénotype D, trouble de l'ovulation, ovaire polykystique sans hyperandrogénie évidente. Certaines formes sont moins visibles, pas toujours l'acné, pas toujours d'hirsutisme. Cette diversité rappelle une chose essentielle. Même à l'intérieur du SOPK, les femmes ne vivent pas toute la même histoire. Certaines auront surtout des symptômes visibles, d'autres surtout des troubles de cycle, d'autres découvriront le problème dans un parcours de fertilité, d'autres encore auront des signes plus discrets, plus difficiles à reconnaître. C'est aussi pour cela que cet épisode ne doit pas se limiter au SOPK. Il existe des femmes qui ont de l'acné, de l'hirsutisme, de l'hyperandrogénie, des douleurs ou une fertilité altérée, sans entrer parfaitement dans une catégorie. Le vrai sujet devient alors: que fait-on des femmes dont le corps envoie des signaux, mais dont le dossier médical ne rentre pas proprement dans une case? Chapitre 3: Hirsutisme, acné, hyperandrogénie, quand le système devient social. L'hirsutisme n'est pas simplement avoir des poils. Il s'agit d'une pilosité excessive dans des zones sensibles aux androgènes: le menton, la lèvre supérieure, le ventre, le thorax, le dos, parfois autour des seins. Médicalement, cela peut renvoyer à une activité hormonale. Socialement, cela touche à une zone beaucoup plus intime, la féminité attendue. Une femme avec de l'acné hormonal ou des poils visibles ne vit pas seulement un symptôme, elle vit une exposition. Son corps dit quelque chose qu'elle n'a pas choisi de montrer. Dans une société qui exige des femmes un corps lisse, propre, maîtrisé, imberbe, ce symptôme peut devenir une honte. C'est là que commence le calcul permanent. Vérifier son menton, éviter certaines lumières, se maquiller davantage, garder une pince à épiler dans son sac, anticiper les rendez-vous, regarder son visage dans un miroir grossissant, calculer le délai avant la prochaine épilation, se demander si quelqu'un a vu. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est une charge mentale. Chapitre 4: Laser, traitements hormonaux, une solution qui ne suffit pas toujours. Quand on souffre d'hirsutisme ou d'une pilosité stimulée par les hormones, on entend souvent: aujourd'hui il y a le laser. Comme si cette phrase suffisait à régler le problème. Mais le laser ne traite pas toujours la cause. Lorsque la pousse est hormonale, les poils peuvent repousser, parfois très drus, très noirs, avec plusieurs poils qui sortent d'une même zone de peau. Pour ralentir la repousse et affiner le poil, il faut souvent des séances répétées, de l'entretien et parfois un traitement hormonal associé. Or, ce traitement n'est pas anodin. Il agit chimiquement sur le corps et peut avoir des effets secondaires, nécessite une surveillance et peut devoir être arrêté en cas de projet de grossesse lorsqu'il fonctionne comme une contraception ou comme un traitement proche d'une pilule hormonale. Beaucoup de femmes se retrouvent alors face à un choix injuste: rester avec des poils et la souffrance psychologique que cela peut créer, ou accepter un traitement au long cours pour rendre leur corps plus acceptable socialement. La question n'est donc pas seulement d'enlever des poils, c'est de comprendre ce que ce poil raconte du corps, des hormones et du regard social. Chapitre 5: L'endométriose, ce que c'est vraiment et ce que ça touche. L'endométriose n'est pas la même chose que le SOPK, l'hirsutisme ou l'acné hormonal. Il ne faut pas tout mélanger, mais elle a sa place dans cet épisode parce qu'elle raconte une autre facette du problème: la difficulté à prendre au sérieux les signaux du corps féminin. Concrètement, l'endométriose est une maladie dans laquelle du tissu semblable à l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qui tapisse normalement l'intérieur de l'utérus, se développe en dehors de l'utérus. Ce tissu peut provoquer une inflammation, des douleurs, des adhérences, des kystes, des cicatrices internes et parfois des problèmes de fertilité. Ce n'est donc pas seulement avoir mal aux règles, les lésions peuvent se trouver sur les ovaires où elles peuvent former des kystes appelés endométriomes. Elles peuvent toucher les trompes, les ligaments utérins, la paroi du vagin, le rectum, la jonction entre le rectum et le côlon sigmoïde, et plus rarement d'autres zones. C'est pour cela que les symptômes varient beaucoup: douleurs pendant les règles, douleurs pelviennes chroniques, douleurs pendant les rapports, troubles digestifs, douleurs urinaires, fatigue et difficultés de fertilité. Certaines femmes ont des lésions importantes avec peu de symptômes, d'autres ont des douleurs très fortes avec des lésions moins visibles. L'OMS estime que l'endométriose touche environ 10% des femmes en âge de procréer, soit environ 190 millions de personnes dans le monde. Et pourtant, pendant longtemps, beaucoup de femmes ont entendu: les règles, ça fait mal. Prenez un antidouleur, c'est comme ça. Vous êtes trop sensible. Mais avoir mal au point de ne plus pouvoir travailler, sortir, marcher, dormir, avoir une vie intime ou vivre normalement, ce n'est pas une simple variation de cycle. Pour certaines femmes, le parcours ne s'arrête pas au diagnostic. Il y a les examens, les années d'attente, les traitements, parfois la pilule en continu, parfois l'opération, parfois plusieurs opérations. Amélie.fr rappelle que le traitement peut associer traitement hormonal et antalgique et qu'une chirurgie peut être proposée dans certains cas pour retirer les lésions. Après l'opération, en l'absence de désir de grossesse,
Un traitement hormonal est souvent prescrit pour réduire le risque de récidive douloureuse. Ce n'est pas anodin. Une pilule prise pendant des années, parfois en continu, ce n'est pas une petite habitude médicale. C'est un cycle que l'on suspend, un corps mis sous contrôle, une sexualité parfois modifiée, une humeur et une libido parfois impactées, une fatigue, des effets secondaires, des essais, des arrêts, des reprises. Ces traitements peuvent être nécessaires, soulager, protéger, permettre de travailler et de vivre. Le sujet n'est pas de les rejeter. Le sujet est de ne pas faire comme si c'était léger. Chapitre 6. L'errance médicale. Quand les femmes ont l'impression que leur souffrance n'intéresse personne. Ce qui revient souvent dans les témoignages de femmes, ce n'est pas seulement la douleur ou le symptôme, c'est le sentiment de ne pas être entendu, le sentiment de devoir répéter, insister, prouver, documenter, comparer, chercher soi-même pour que le corps médical accepte de regarder plus loin. L'errance médicale peut prendre plusieurs formes. Un diagnostic qui arrive tard, des examens qui ne sont pas proposés tout de suite, des symptômes attribués au stress ou au poids, une douleur renvoyée à une sensibilité personnelle, un traitement donné pour faire taire le symptôme sans explication globale. Pour la patiente, le message implicite peut devenir supporter encore. Il faut aussi replacer cette invisibilité dans une histoire plus large. La médecine occidentale a longtemps été pensée, enseignée et exercée majoritairement par des hommes. En France, Madeleine Bress devient la première Française docteur en médecine en 1875. Cela rappelle à quel point l'entrée des femmes dans la profession médicale est récente à l'échelle de l'histoire. Cette histoire ne signifie pas que les médecins hommes ne peuvent pas bien soigner les femmes, ni que les femmes médecins seraient automatiquement exemptes de biais. Mais elle aide à comprendre pourquoi certains symptômes féminins ont longtemps été considérés comme secondaires, émotionnels, normaux ou difficiles à objectiver. Des travaux sur les biais de genre en santé montrent que la recherche médicale a historiquement exclu ou sous-représenté les femmes avec des données masculines parfois généralisées aux femmes. Donc, tout ce que je cite, c'est les sources sont en lien en description de la vidéo. Dans la douleur, cette question est particulièrement sensible. Des revues de littérature sur le genre et la douleur montrent que les normes de genre peuvent influencer la manière dont la plainte est entendue, interprétée et traitée. Alors, quand une femme dit «j'ai l'impression que tout le monde s'en fout», il faut entendre que cette phrase contient de la fatigue, de la colère, mais aussi des années à se sentir seule avec un corps qui souffre. Chapitre 7. Ce que ces troubles changent dans la vie quotidienne et au travail. Ces troubles ne restent pas enfermés dans le cabinet médical. Ils entrent dans la vie entière, les transports, les rendez-vous, les relations, les sorties, les réunions, les journées où il faut tenir debout alors que le corps demande à s'arrêter. Une douleur pelvienne, une crise d'endométriose, une fatigue hormonale, des règles hémorragiques, une migraine et un traitement qui assomme, une peau douloureuse, une pilosité vécue comme une honte, tout cela peut peser sur la concentration, l'énergie, la confiance et la manière de se présenter aux autres. Dans le monde professionnel, on attend pourtant encore trop souvent des femmes qu'elles fonctionnent comme si rien ne se passait. Il faut être performante, disponible, souriante, ponctuelle, stable. Il faut répondre aux mails, tenir les réunions, gérer la douleur discrètement, cacher les effets secondaires, éviter de trop expliquer, ne pas passer pour fragile, ne pas donner l'impression que son corps est un problème. Alors, beaucoup de femmes apprennent à faire semblant. Elles avalent un médicament avant une réunion, sourient alors qu'elles ont mal, posent un jour de congé sans dire pourquoi, travaillent avec une bouillotte, des nausées, la peur de tacher leurs vêtements, ou un corps qui prend toute la place alors qu'il faudrait le rendre invisible. Il y a encore du chemin à faire. Une maladie chronique, un dérèglement hormonal ou une douleur gynécologique ne devrait pas obliger une femme à choisir entre sa santé et sa crédibilité professionnelle. On parle d'égalité au travail, mais on parle encore trop peu des corps réels qui travaillent, des corps qui saignent, qui souffrent, qui se dérèglent, qui ont besoin d'aménagement, de compréhension, parfois simplement d'être crus. Chapitre 8. Perturbateurs endocriniens. Et si le problème dépassait le corps individuel? Il y a une question que l'on pose encore trop rarement. Dans quel environnement nos hormones essaient-elles de fonctionner? Nous vivons entourés de substances chimiques, certains plastiques, emballages alimentaires, cosmétiques, pesticides, produits ménagers, parfums, textiles,
polluant de l'air, de l'eau et de l'alimentation. Les perturbateurs endocriniens sont des substances capables d'interférer avec le système hormonal. L'INSERM souligne que les données scientifiques suggèrent des effets possibles sur plusieurs fonctions de l'organisme, notamment le métabolisme, les fonctions reproductives et le système nerveux, tout en rappelant que leurs effets restent complexes à évaluer. Le ministère de la Santé rappelle également que ces substances peuvent dérégler le fonctionnement hormonal des organismes vivants. Il faut rester prudente. On ne peut pas dire que chaque acné hormonal, chaque hirsutisme, chaque endométriose ou chaque trouble de la fertilité vient directement des perturbateurs endocriniens. Ce serait trop simple et médicalement imprudent. Mais on peut poser une question légitime. Pourquoi parle-t-on si peu de l'environnement chimique dans lequel vivent le corps des femmes? Quand une femme a un dérèglement hormonal, on regarde souvent son stress, son alimentation, son poids, sa génétique, son mode de vie. Mais regarde-t-on assez ce qu'elle respire, ce qu'elle applique sur sa peau, ce qu'elle mange, ce que contiennent les objets du quotidien, ce que l'industrie met dans son environnement depuis des années? Si l'environnement influence le système hormonal, alors la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur les femmes. Elle devient aussi collective, sanitaire, réglementaire et politique. Chapitre 9. Fertilité masculine, la santé reproductive ne concerne pas seulement les femmes. Les dérèglements hormonaux chez les femmes se voient souvent: le cycle, la peau, les cheveux, la pilosité, les douleurs, l'ovulation, la fertilité. Mais la santé reproductive ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes aussi peuvent être touchés, parfois de manière plus silencieuse, parce que leur fertilité ne se voit pas dans le miroir au quotidien. Pour rendre le problème visible, il faut donner un chiffre. Une grande méta-analyse publiée dans Human Reproduction Update a comparé des données recueillies entre 1973 et 2018 chez des hommes non sélectionnés pour leur fertilité. La concentration moyenne de spermatozoïdes est passée d'environ 101,2 millions par millilitre en 1973 à 49 millions par millilitre en 2018, soit une baisse d'environ 51,6. La même étude estime aussi une baisse du nombre total de spermatozoïdes d'environ 62,3% sur la période. Il faut le dire précisément, ce chiffre ne signifie pas que tous les hommes sont infertiles, ni que chaque spermatozoïde restant est en mauvaise santé. La fertilité masculine dépend aussi de la mobilité, de la forme, de la vitalité des spermatozoïdes et parfois de l'intégrité de leur ADN. Mais cette chute de concentration spermatique est un signal fort. La fertilité masculine est aussi un sujet de santé publique. L'INSERM a d'ailleurs résumé cette tendance en rappelant que la concentration moyenne de gamètes dans le sperme aurait été divisée par 2 en 45 ans. Et là encore, la question de l'environnement revient. Ce que nous mangeons, ce que nous respirons, les plastiques, les pesticides, certains cosmétiques, les polluants et les perturbateurs endocriniens, mais aussi le tabac, l'alcool, l'obésité, le stress, la chaleur ou certaines habitudes de vie peuvent peser sur la santé reproductive. Les causes sont multiples, il serait trop simple de tout attribuer à un seul facteur. Mais nos corps ne vivent pas hors du monde, ils absorbent une partie de ce monde. C'est important pour la Pulcinella. Dans un couple confronté à une difficulté à concevoir, le regard se tourne encore trop souvent d'abord vers la femme, son âge, ses ovaires, ses hormones, son cycle. Pourtant, la fertilité se construit à deux. Les femmes portent souvent la charge visible des examens, des traitements et des injonctions, mais les hommes doivent aussi être inclus dans la réflexion. Chapitre 10. Ce qu'il faudrait changer. Ce que demande cet épisode, ce n'est pas une réponse magique. Il ne dit pas que tout vient des perturbateurs endocriniens. Il ne dit pas que tous les médecins minimisent. Il ne dit pas que chaque symptôme cache une maladie grave. Il ne dit pas que le SOPK, l'endométriose, l'hirsutisme et les troubles de fertilité sont la même chose. Il dit autre chose. Il faut arrêter de regarder le corps des femmes uniquement par morceaux, l'acné comme un problème de peau, les poils comme un problème esthétique, la douleur comme une habitude, la fertilité comme une question privée, les hormones comme une explication fourre-tout, les perturbateurs endocriniens comme un sujet secondaire. Il faudrait une approche plus globale, une médecine qui relie davantage les signes, une société qui arrête de faire honte aux femmes pour des symptômes qu'elles n'ont pas choisis, une parole plus libre sur l'hirsutisme, l'acné hormonal, l'endométriose, les traitements, la fertilité, les fausses normalités et une réflexion sérieuse sur tout l'environnement chimique dans lequel nous vivons. Surtout, il faudrait que les femmes n'aient plus à se battre pendant des années pour que leur corps soit pris au sérieux. Conclusion.
Ne plus rendre le corps présentable avant de l'écouter. Le dérèglement hormonal féminin n'est pas seulement une affaire de biologie, c'est une histoire de peau, de poils, de sang, de douleur, de fertilité, de honte, de traitements, de diagnostics incertains, de mots qu'on attend et de réponses qui ne viennent pas toujours. C'est aussi une histoire de regard, le regard médical quand il cherche et accompagne, mais parfois aussi quand il classe trop vite, le regard social quand il juge le corps féminin dès qu'il sort de la norme, le regard intime, celui qu'une femme finit par poser sur elle-même quand elle ne comprend plus ce que son corps lui raconte. Le corps féminin n'est pas une surface à corriger. Ce n'est pas une vitrine qui doit rester lisse, imberbe, fertile, silencieuse et présentable. C'est un corps vivant, complexe, hormonal, traversé par l'histoire personnelle, la génétique, l'environnement, la médecine, les normes sociales et les silences collectifs. Alors peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi ce corps n'est-il pas conforme, mais plutôt pourquoi avons-nous appris aux femmes à cacher les signaux de leur propre corps avant même de les comprendre. La Pulcinella n'est pas là pour donner un diagnostic ni remplacer les médecins, elle est là pour remettre une chose au centre. Quand le corps parle, il ne faut pas seulement le rendre présentable, il faut l'écouter. La Pulcinella enlève le masque, non pas pour montrer un visage, mais pour révéler ce qu'on oblige encore trop souvent les femmes à cacher. Et cet épisode est tout particulièrement important pour moi car je suis concernée par ces problèmes. Voilà. Donc je sais à quel point c'est compliqué, c'est difficile et je suis de tout cœur avec toutes les femmes et celles qui vivent ces problèmes également. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez raconter vos réflexions, vos expériences par rapport à ça. Je me ferai un plaisir de vous lire. Ici la Pulcinella, j'espère que cet épisode t'aura plu et intéressé. Si c'est le cas, je te laisse liker, t'abonner et partager. Et j'espère à bientôt.